Bonjour à tous, donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de la situation actuelle du marché. On s'entend que dans les derniers temps, c'est un petit peu plus dur dans le marché de la crypto. Le marché descend depuis plusieurs semaines. Puis ça peut être une situation qui est dure à vivre, mais malheureusement, c'est une situation qui va être nécessaire. Puis pourquoi je fais cette vidéo-là, c'est simplement parce que moi, à mes débuts en crypto, quand j'ai commencé, j'avais tendance à me désintéresser quand le marché était plus dur, puis lorsque le marché était plus lent. Donc, pour moi, cette vidéo-là, on va regarder en long et en large tout ce qui se passe, puis on va être en mesure, idéalement, de se faire une meilleure tête sur ce qui arrive en ce moment dans le marché. Donc, dans le marché financier, selon moi, ce qui crée les meilleures opportunités, c'est lorsqu'on a un fondamental élevé et lorsqu'on a un prix qui est bas. Donc, lorsqu'on a un fondamental élevé et lorsqu'on a un prix qui est bas, souvent c'est ce qui crée les meilleures opportunités, puis ça c'est peu importe le marché financier. Lorsqu'on a des prix qui sont hauts et un fondamental qui est bas, c'est souvent là qu'on se rend compte que peut-être c'est le meilleur moment de vendre. Donc au contraire, lorsqu'on a une situation actuelle, c'est des meilleurs moments pour faire des achats historiquement. Donc regardons en ce moment le fondamental de la crypto. Donc dans la vidéo, on va parler d'une future baisse des taux d'intérêt dans les mois à venir, une augmentation de la liquidité mondiale, les tensions géopolitiques qui pourraient peut-être diminuer, les administrations gouvernementales qui sont pro-crypto, l'implication des institutions financières, des cas réels d'entreprises Web 2 utilisant les technologies Web 3, les cycles de la crypto, la psychologie des tops de cycles et aussi le fait qu'il n'y ait en ce moment eu aucun indicateur de sommet qui a été atteint. Donc, regardons pour commencer une baisse des taux d'intérêt. Donc, pourquoi on veut regarder les taux d'intérêt? Mais tout simplement, c'est que lorsqu'il y a une baisse des taux d'intérêt, c'est souvent une indication que le marché s'apprête à monter. Donc, on appelle ça un pivot. Lorsqu'on voit un pivot sur les taux d'intérêt, rappelez-vous, puis vous pouvez regarder historiquement, c'est à ce moment-là qu'on voit le marché monter significativement. Donc, ici, j'ai sorti les données qui sont expectées face à une baisse des taux d'intérêt. Donc, il va y avoir des meetings de la Fed. Donc, la Fed, c'est qui? C'est la Federal Reserve. Jerome Powell, qui est le président de la Fed, annonce lors de meetings qui sont prédéfinis si il va y avoir une baisse de taux d'intérêt et non. Donc ici, sur le site Fed Watch Tool, on peut voir les pourcentages de chances que les taux d'intérêt diminuent. Donc la prochaine rencontre aura lieu le 19 mars 2025, puis on peut se rendre compte qu'il y a 4,5% de chances que les taux d'intérêt descendent. Donc pour mars, selon moi, il est fort probable qu'on ne voit pas de baisse de taux d'intérêt. Regardons le prochain meeting qui aura lieu le 7 mai 2025. Il y a 26% de chances pour le moment qu'il y ait une baisse des taux d'intérêt. Donc aujourd'hui, on se rappelle, on est le 25 février 2025. Donc ça se peut que ces données changent là si vous écoutez cette vidéo plusieurs semaines plus tard. Mais au moment qu'on se parle, en ce moment, il y a 26% de chances qu'il y ait une baisse de taux d'intérêt le 7 mai 2025. Et la dernière donnée que je voulais sortir, c'était le 18 juin 2025. Ce qui montre qu'en ce moment, il y a plus de 50% de chances qu'on voit une baisse des taux d'intérêt, donc un pivot de la Fed, et 31% de chances qu'on reste avec les taux intacts. Puis, en ce moment, ce 50% de chance-là, c'est qu'on baisse les taux d'intérêt de 0,25. Mais il y a quand même un 16% de chance qu'on baisse les taux d'intérêt de 0,5. Donc, je vous dis, si on a une baisse des taux d'intérêt au 18 juin, c'est ce qui va ramener les liquidités dans le marché. Puis, souvent aussi, ces données-là, ils sont price-in quelques semaines en avance. Je vous garantis qu'il faut absolument garder un œil extrêmement précis sur ces données-là, parce que si on voit plusieurs semaines en avance que le pourcentage vient à augmenter drastiquement face à une possible baisse des taux d'intérêt, mais je vous garantis qu'on va déjà avoir un marché qui va réagir vers le haut. Puis ça, on a pu le remarquer de façon historique. Un autre point qui est super important à comprendre, de façon fondamentale, c'est la liquidité mondiale, parce que la liquidité mondiale vient d'avoir un impact significatif sur le marché de la crypto. Bitcoin est l'actif qui réagit le plus à la liquidité mondiale. Donc ici, je vous présente le cycle de la liquidité mondiale. Puis, pour les personnes qui ne le savent pas, tous les marchés financiers fonctionnent de niveau cyclique. Donc, que ce soit l'immobilier, que ce soit la bourse, que ce soit la crypto, que ce soit même la liquidité mondiale, tout fonctionne de niveau cyclique. Puis ici, on peut voir le cycle de liquidité mondiale qui se dirige vers un top aux alentours de fin 2025. Donc, en ce moment, on a eu une petite stagnation au courant des dernières semaines face à la liquidité mondiale, mais on s'attend d'avoir un top de cycle de liquidité mondiale autour de fin 2025. Donc,
rappelez-vous de ce moment-là parce que ça va venir faire référence avec plusieurs autres données que je vais venir présenter au courant de la vidéo. Donc, la liquidité mondiale, super important à prendre en compte parce que lorsque la liquidité mondiale augmente, Bitcoin va avoir tendance à suivre et augmenter aussi. Donc, dans la liquidité mondiale, ça comprend le China Money Supply. Donc, ici, on peut voir le graphique justement du China Money Supply. Et dans les 120 derniers jours, la Chine a imprimé autant d'argent qu'en 45 ans. Donc, c'est complètement fou. Des fois, on a tendance à oublier toutes ces données-là, mais ça vient avoir des impacts significatifs sur les marchés. Donc, avoir un global liquidity qui augmente, puis même voir en ce moment même, dans les 120 derniers jours, que la Chine a imprimé autant d'argent qu'ils n'ont jamais imprimé dans les 45 dernières années, mais ça nous montre que il va y avoir beaucoup plus d'argent qui vont être injectés dans les marchés financiers. Donc, lorsque il y a de l'impression d'argent, c'est pas juste de l'argent qui va être mis dans un coffre-fort et qui va pas être touché, c'est de l'argent qui est relancé dans les marchés financiers et dans l'économie. Un autre point important à considérer lorsqu'on parle de fondamental, ça va être les tensions géopolitiques. Puis, on pourrait se demander, est-ce que ça pourrait venir à diminuer? Donc, depuis l'arrivée de Trump au pouvoir, on a pu voir une diminution relative des tensions géopolitiques, donc avec l'Israël puis Palestine qui a fortement diminué. Je sais qu'en ce moment, il y a encore une incertitude face à l'Ukraine et la Russie, mais personnellement, je ne serais pas trop inquiet. Je pense que assez rapidement, les États-Unis vont faire en sorte de stopper ces tensions géopolitiques. En ce moment aussi, on voit d'autres tensions géopolitiques face aux tarifs que Donald Trump veut mettre. Donc, on a vu qu'il a mis une pause pendant 30 jours, mais selon moi, ça ne va pas durer longtemps, puis ils vont trouver des arrangements entre pays. Donc, un autre aspect super important va être que les administrations gouvernementaux en ce moment, mais il y a énormément qui sont pro-crypto. Donc, en commençant avec la Chine avait banni la crypto il y a quelques années, puis on débanni la crypto moins de 2 ans plus tard. Donc, lorsqu'un pays qui est aussi important que la Chine, vous allez voir, on parle beaucoup de la Chine puis des États-Unis. Pourquoi? C'est parce que c'est les deux plus grandes puissances économiques au monde, donc qui viennent avoir un impact beaucoup plus significatif dans les marchés financiers, dont la crypto. Comme je disais, la Chine avait pris la décision de bannir la crypto. Donc, lorsqu'un pays aussi important vient changer du jour et la nuit face à une décision financière autant importante, mais c'est souvent pas pour rien. Puis en ce moment, on voit aussi énormément de développement de la Chine face à la tokenisation de produits financiers. On voit énormément de développement face à la crypto et au Bitcoin. De plus, en ce moment, on voit aussi aux États-Unis une nouvelle administration qui est extrêmement pro-crypto. Donc, je pense que Donald Trump l'a dit assez souvent. Les États-Unis voulaient devenir la capitale de la crypto, donc rendre ça beaucoup plus attrayant, beaucoup plus facile. Donc, c'est certain que en ce moment, peut-être ce qui rend les choses plus difficiles, c'est notre perception puis nos attentes face au marché. Donc, on s'attendait à ce que lorsque Donald Trump arrive, que tout explose drastiquement. C'est arrivé pendant quelques semaines, mais il ne faut pas oublier que les législations, ça prend plusieurs semaines à mettre en place, même des réserves stratégiques de Bitcoin qui est fort probable qui arrive aux États-Unis, mais ça prend pas quelques semaines à arriver, ça prend plusieurs mois, donc il faut être un petit peu plus patient. Aussi, avant, le président de la SEC, qui est la sécurité financière des marchés financiers aux États-Unis, était extrêmement sévère face à la crypto. Maintenant, qui est parti, mais ça va laisser une place beaucoup plus avantageuse pour un développement du marché aux États-Unis. Aussi, les États-Unis ont mentionné comme quoi qu'ils voulaient peut-être faire en sorte que les entreprises de crypto qui évoluent aux States n'aient pas besoin de payer de taxes. Donc, s'il arrive un moment que cette loi-là est passée, puis que ça arrive réellement, je vous garantis que les cryptos qui ont leur headquarter aux États-Unis ou les cryptos qui ont un lien avec les États-Unis vont venir avoir une performance significative. Donc, en ce moment aussi, on le voit même avec la famille de Trump qui publie énormément sur Twitter face à la crypto, face à Ethereum. On voit la compagnie, la fondation de Trump qui achète énormément d'actifs aussi. Donc, pour moi, je ne suis pas stressé. Je le sais que les deux plus gros pays au monde viennent avoir des administrations qui sont pro-crypto et qui veulent de plus en plus mettre ce nouveau marché financier-là de l'avant. Il faut simplement être un petit peu patient parce que des gros changements n'arrivent pas du jour au lendemain. Donc,
Je sais que des fois, on se fait pousser sur les réseaux sociaux plusieurs choses, mais la réalité, c'est que autant des réserves stratégiques de Bitcoin, autant enlever les taxes sur les entreprises, autant tous ces gros changements-là, mais ils n'arrivent pas en quelques jours, quelques semaines. Donc, selon moi, ce qui arrive en ce moment, c'est des excellents changements fondamentaux, puis, selon moi, ça va avoir un impact drastique sur l'évolution du marché de la crypto. Aussi, d'une façon fondamentale, on voit l'implication des institutions financières grandir extrêmement rapidement. Donc, que ce soit avec l'arrivée des ETF face à Bitcoin, face à Ethereum, mais aussi les demandes de ETF face à Solana, face à XRP, face à plusieurs autres cryptos, même des compagnies comme Grayscale qui créent des fonds uniquement spécialisés, mettons, à l'intelligence artificielle et tout. Donc, en ce moment, là, niveau ETF, niveau création de fonds, c'est dans le tapis. En ce moment, les ETF même de BlackRock, qui est le hedge fund, donc l'institution financière ayant le plus grand nombre d'actifs sous gestion, mais leur ETF face à Bitcoin est déjà plus gros que leur ETF de l'or. Donc, leur ETF de Bitcoin, ça fait environ 1 an qu'il existe. Leur ETF de l'or, ça fait plus d'une quinzaine d'années. En ce moment aussi, on voit beaucoup plus de l'éducation face à ces institutions financières-là. Donc, avant que cette éducation-là arrive dans la société, elle arrive à l'interne dans ces institutions-là. Donc, on peut voir aussi plusieurs sources éducationnelles qui est arrivées pour ces institutions financières-là, pour ces banques-là. On a pu voir des BlackRock éduquer énormément les personnes à l'interne de leur entreprise, aussi les autres institutions financières face à l'importance des marchés. Donc, on s'entend que l'éducation ne peut pas arriver à un niveau société du jour au lendemain. Il faut absolument qu'elle passe plusieurs chemins, dont le chemin d'éduquer les employés de ces institutions financières-là, parce que ces employés-là, ils vont suivre de la manière que ces institutions-là évoluent. Donc, selon moi, c'est encore là extrêmement positif face à cette éducation-là. On voit encore plusieurs propriétaires d'institutions financières aussi éduqués sur les médias traditionnels face à l'importance que ces marchés-là vont avoir dans le futur. Donc, pour moi, c'est extrêmement positif. Aussi, on voit une évolution de la tokenisation de produits financiers, donc autant ce qui arrive avec la Chine, mais aussi les institutions financières commencent à avoir un intérêt grandissant face à la tokenisation de produits financiers, ce qui est corrélé directement au marché des crypto-monnaies. Donc, on a pu voir encore là BlackRock avoir un intérêt drastique, il l'a mentionné à plusieurs reprises lors d'entrevues, vouloir tokeniser la plupart des produits financiers. Donc, encore là, on ne peut pas s'attendre à ce que ça arrive du jour au lendemain, mais ce sont toutes des choses qui arrivent de façon fondamentale, qui vont venir avoir un impact drastique sur l'évolution du marché. Donc, malgré le fait que les prix viennent à diminuer drastiquement en ce moment, mais il faut revenir à la base, il faut revenir, ok, bon, mais c'est quoi qui arrive réellement en ce moment-là? C'est quoi que peut-être qu'on a tendance à moins nous montrer? Puis en ce moment, c'est la réalité. La tokenisation des produits financiers vient avoir un impact significatif autant aux États-Unis en ce moment qu'autant en Chine. Aussi, il y a même Citadel, le président de Citadel qui a annoncé vouloir avoir une implication significative en tant que market maker pour provide la liquidité aux exchanges. Donc, si je ne me trompe pas, il voulait offrir la liquidité à Coinbase, à Binance et aussi à Crypto.com et d'autres exchanges. Je vais pouvoir laisser l'article dans la description de la vidéo. Mais je ne sais pas si vous le réalisez, là, mais des nouvelles comme ça, c'est énorme. Le président de Citadel, je pense qu'il fait 4 milliards par année. Là. Ils font énormément d'argent. Là. Puis en ce moment, qu'est-ce qu'ils viennent dire? C'est qu'ils veulent s'occuper de la liquidité des marchés financiers des crypto-monnaies. Il faut garder en tête que dans le futur, ça peut peut-être créer de la manipulation de marché, mais en ce moment, les moves et l'implication des institutions financières est énormément tournée vers la crypto-monnaie. Là. On peut pas le nier. Et souvent, lorsque l'implication des institutions financières vient à augmenter, mais c'est souvent aussi à des moments comme ça qu'on voit des baisses du marché pour pouvoir faire entrer ces institutions financières. Je vous invite même à aller regarder Bitcoin aux alentours de juin 2023. Donc en juin 2023, ça a été le moment que les institutions financières ont fait leur première demande de ETF pour Bitcoin. Puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est que ça a créé une grosse chute dans le marché pour finalement pouvoir remonter pas longtemps après. Donc en ce moment, c'est sans aucun doute, l'implication des institutions financières est énorme. Donc effectivement que ça peut venir avec des manipulations de marché, mais ça reste que fondamentalement, c'est extrêmement bon pour voir une évolution du marché des crypto-monnaies. Aussi, on peut voir des cas réels d'entreprises Web 2 qui utilisent les technologies Web 3.
Donc, c'est quoi des entreprises Web 2? Les entreprises Web 2, c'est des entreprises comme on le connaît, donc que ce soit des Apple, que ce soit des Sony, que ce soit peu importe ce qu'on peut connaître en termes d'entreprise. Rapidement, Web 2, ça va être simplement que c'est une entreprise qui vient à être centralisée, tandis que Web 3, c'est une décentralisation. Donc, les entreprises Web 2, c'est davantage les entreprises qui sont sur les marchés financiers de bourse, et Web 3, davantage les entreprises qui sont sur les marchés de crypto-monnaies. Donc, en ce moment, on a des cas réels, donc c'est pas on a un petit intérêt, non. En ce moment, c'est des cas réels d'entreprises qui sont centralisées, mais qui utilisent la technologie du Web. Donc la technologie décentralisée pour pouvoir continuer à développer leur entreprise qui est centralisée. Donc que ce soit avec les infrastructures décentralisées que Sony met de l'avant, Soneum, pardon de la prononciation, qui est un énorme avancement, que aussi l'intelligence artificielle qui est en ce moment fait parler énormément. Sur les marchés boursiers, c'est pas mal les entreprises qui ont les plus grandes capitalisations, donc il faut absolument se tourner là-dessus, ce qui se passe à la bourse, mais ça peut venir refléter aussi ce qui se passe en crypto-monnaie. Puis en ce moment, l'entreprise qui a la plus grande valuation au monde, c'est Nvidia. Nvidia évolue dans quel secteur? Elle évolue dans le secteur de l'intelligence artificielle, donc il faut absolument regarder ce qui se passe comme évolution dans ce secteur-là. Puis récemment, qu'est-ce qui est venu impacter extrêmement beaucoup le prix boursier de Nvidia? C'est l'arrivée de DeepSeek, qui est une intelligence artificielle chinoise. Ce qui arrive avec DeepSeek, c'est qu'ils utilisent la technologie décentralisée. Donc, qu'est-ce qu'ils ont été en mesure de faire? C'est qu'en utilisant la technologie décentralisée, ils ont été en mesure de pouvoir bâtir leur intelligence artificielle de façon beaucoup plus rapide et aussi de façon beaucoup plus efficiente. Donc, ça a coûté extrêmement moins cher. Je suis certain que tu es familier avec l'entreprise OpenAI qui a fait ChatGPT. Mais ChatGPT a été créé sur des années et a coûté des centaines de millions de dollars en développement. Tandis que DeepSeek, qui a utilisé l'intelligence artificielle mais décentralisée, a pu se développer en quelques mois et pour quelques millions de dollars. Donc, ça vient avoir un changement drastique. Puis, c'est un case study réel que l'utilisation des technologies décentralisées vient avoir un impact significatif. Puis que si les entreprises qui évoluent en intelligence artificielle ne s'adaptent pas à ces nouvelles réalités, mais ils vont être left behind, puis fort probablement qu'ils risquent de mourir dans le futur. On se rappelle que BlackBerry, il y a quelques années, ne voulait pas s'adapter face aux nouvelles réalités que les téléphones cellulaires devaient avoir des écrans tactiles. En ce moment, je pense qu'entre nous deux, mais il n'y a personne qu'on connaît qui a encore des BlackBerry. Donc, en ce moment, le fait qu'il y ait un case study réel que DeepSeek fonctionne pour moins cher et beaucoup plus rapidement, va faire en sorte que les gros joueurs en intelligence artificielle aux États-Unis n'auront pas le choix de s'adapter puis de changer un petit peu leur modèle. En ce moment, OpenAI ont déjà annoncé vouloir s'intéresser à ces technologies-là décentralisées, effectivement parce qu'ils n'ont pas nécessairement le choix. Et même Donald Trump l'a mentionné, vouloir faire les États-Unis la capitale de l'intelligence artificielle au monde. Puis il a commenté sur l'arrivée de DeepSeek disant que il va falloir qu'il passe à un niveau supérieur. Donc le fait qu'on ait ce case study-là avec DeepSeek, ça vient absolument tout changer. Parce qu'avant, on le savait déjà que c'était la solution pour l'évolution des compagnies, mais tant aussi longtemps qu'on n'a pas de case study réel, c'est dur à se dire, est-ce que ça va arriver bientôt ou pas bientôt? Mais le fait que ça soit arrivé aussi rapidement, je vous garantis que c'est extrêmement bon pour l'évolution du marché de façon fondamentale. Maintenant, regardons les cycles de 4 ans du Bitcoin. Donc, tous les cycles sont parfaitement structurés autour de la date du 28 novembre, qui est le mois et le jour de la première réduction de moitié, donc du halving, en novembre 2012. Donc, un cycle commence le 28 novembre de l'année verte, qu'on peut voir ici, et se termine le 28 novembre de l'année rouge, comme on peut voir ici. Donc, les années colorées symbolisent à la fois ce qui se passe et l'action que vous devez entreprendre pendant ces périodes. Le tout premier bas de cycle technique a été atteint le 10 novembre 2010. À partir de là, la configuration sur 4 ans commence avec l'année verte. Donc, c'est quoi une année verte? C'est ce qu'on appelle une année d'accumulation. Donc, c'est une année qui offre les meilleurs prix du cycle. C'est le moment d'acheter, c'est aussi le moment où le Bitcoin commence à sortir du marché baissier. L'année verte est pour symboliser la nouvelle croissance et l'action à entreprendre, qui est fort probablement souvent d'acheter. L'année bleue, c'est ce qu'on peut appeler l'année préparation. Donc l'année préparation, il faut 2 ans au Bitcoin pour démarrer
le dernier marché haussier et l'année bleue est la préparation à cet événement-là. Donc le prix passe plus de temps sous les sommets historiques, mais s'en rapproche de plus en plus. Donc l'année bleue, c'est pour symboliser une période d'attente et c'est souvent qu'on appelle inaction. Après, on a l'année rouge. Donc, l'année rouge, c'est souvent les nouveaux all-time high. Donc, c'est l'année du véritable marché haussier où le Bitcoin entre dans une phase de découverte des prix. C'est la période la plus explosive pour la croissance de la crypto. L'année rouge, c'est pour symboliser l'avertissement et l'appel que l'action à vendre. Donc, on va arriver dans un moment de vente. Donc, en ce moment, comme on peut le voir ici, on est dans une année rouge, donc l'année en termes de découverte de prix, l'année qu'on va faire les all-time high, puis aussi l'année qu'il va falloir qu'on regarde pour vendre. Et après, suivi l'année rouge, on passe à l'année orange. Donc l'année orange, c'est une période que les prix corrigent pour créer des nouvelles opportunités d'achat qui arrivent dans l'année verte, où le cycle suivant commence. Donc cette année est orange pour symboliser la prudence, l'inaction pendant cette période. En ce moment, lorsqu'on regarde ce cycle-là sur 4 ans, on se rend compte que on n'est pas du tout dans une année orange que c'est une année de descente puis un marché baissier. Là. En ce moment, on est dans l'année où il y a la meilleure performance, une année rouge, lorsqu'il y a les nouveaux sommets, lorsqu'il y a une découverte de prix. Donc, selon moi, de façon fondamentale, de niveau cyclique, on n'est pas du tout rendu à la fin du marché. Donc aussi sur le cycle de 4 ans avec les altcoins, je vous présente ici l'index du alt season. Donc c'est une mesure qui est calculée à l'aide de l'indice des flux monétaires sur 2 semaines de la dominance. Donc c'est affiché ici le Others. Donc le Others c'est quoi? C'est à mesure la capitalisation boursière des 125 premiers altcoins moins les 10 premiers. Donc 125 premiers altcoins moins les 10 premiers. Donc cela, ça va nous permettre d'avoir un aperçu beaucoup plus précis de l'action réelle que va avoir les altcoins. Donc, comment on peut l'utiliser? C'est qu'on vient avoir 3 zones d'intérêt. Donc, le Bitcoin Season, le Alt Strength et le Alt Season. Donc, lorsque la métrique est dans la saison du Bitcoin, donc ici en vert, elle nous indique que les altcoins sont très faibles en force par rapport au Bitcoin. Lorsque la métrique est en Alt Strength, donc ici en orange, ça indique que les altcoins sont forts par rapport au Bitcoin, mais pas au maximum de leur force. Donc les mouvements vers cette zone sont généralement observés au milieu du cycle. Ce qu'on a pu observer ici lors de début 2024 et lors de la fin 2024. Et après, on a la métrique qui est le Alt Season ici en rouge. Donc cela signifie que les altcoins sont à leur plus haut niveau possible par rapport au Bitcoin. Les mouvements vers cette zone sont généralement observés qu'au cours de la dernière année du cycle. Donc c'est normal. Ici, on peut voir, là, depuis le début du cycle, on n'est même pas arrivé, les altcoins ne sont même pas réussi à arriver dans cette métrique-là, ici, du Alt Strength. Et n'ont pas du tout été proches du Alt Season, ici, dans la métrique en rouge. Tandis que on a pu voir que cette métrique-là a atteint un Alt Strength uniquement en 2021 et le Alt Season a été aussi atteint en 2021. La même chose vient être observée en 2017. Donc cet index-là nous a indiqué les tops des altcoins. Et en ce moment, depuis le début du cycle, là, on n'a même pas vu les altcoins se diriger vers un Alt Strength et encore moins vers un Alt Season. Donc, selon moi, dans le cycle de 4 ans, ça fait du sens que ça va être cette année qu'on va voir la meilleure performance des altcoins. Mais là, je vous vois venir, peut-être que tu vas me dire, dans le cycle de 4 ans, mais les altcoins, oui, ils viennent à performer. Mais on est dans un cycle qui est différent. On est dans un cycle qui a beaucoup plus de crypto qu'il y avait auparavant. Ce qui est en partie vrai, parce que qu'est-ce qui est vrai, c'est qu'il y a plus de crypto qu'on avait auparavant. Mais la réalité, c'est que si on regarde les données précises, ici, des nouvelles cryptos qui ont été créées, on se rend compte que ces nouvelles cryptos-là, en jaune, ont été faites sous le réseau Solana. Donc on a pu voir aussi beaucoup de cryptos qui ont été créés sous le réseau Base, et ici, des cryptos qui ont été créés sous le réseau Tron. Donc, qu'est-ce qui arrive, c'est qu'il y a eu ce que j'appelle une épidémie des meme coins, ce qui fait en sorte que il y a extrêmement beaucoup de meme coins qui ont été créés, donc des cryptos avec aucune valeur intrinsèque, donc qui n'a absolument aucun fondement logique en arrière. Puis, ces meme coins-là, ils ont été créés sur quelques réseaux en particulier, le réseau Solana entre autres, qui était extrêmement facile, donc n'importe qui peut aller sur le site PumFun et créer une crypto en 2 secondes. Donc,
On a vu aussi une belle performance de Memecoin sous le réseau Tron et le réseau Base au courant de l'année 2024. Donc, en ce moment, ce qu'on voit, c'est que clairement, effectivement, qu'il y a beaucoup plus de cryptos qu'il y avait auparavant. Mais, qu'est-ce qu'on se rend compte, c'est que ces cryptos-là qui ont été créés, mais viennent à être créés dans les réseaux qui ont eu une expansion face au Memecoin. Donc, c'est là qu'on peut réaliser que, bon, mais, est-ce que la plupart de ces nouvelles cryptos-là qui ont été créées, ben, ils vont avoir un impact significatif dans le marché? Non, pas du tout. Par contre, si ça venait à être une nouvelle création de crypto qui venait à être compétitionnée avec des cryptos qui sont extrêmement forts, donc, admettons, on voyait plusieurs compétiteurs à BitTensor, plusieurs compétiteurs à Ondo, plusieurs compétiteurs à Solana en soi, plusieurs compétiteurs à Render. Tu sais, la réalité, c'est qu'en ce moment, c'est pas du tout le cas. Donc, le fait qu'on peut se demander, le cycle est différent, il va pas avoir assez de liquidité pour faire monter les altcoins, c'est pas vrai du tout. Parce que la réalité, c'est que les altcoins qui sont leaders de leur secteur d'activité, mais ils n'ont pas eu des nouvelles compétitions qui ont été créées qui viennent diluer complètement le nouvel apport de liquidité dans ces cryptos-là. En ce moment, on voit un marché qui est beaucoup plus irrationnel, qui fait en sorte que, bon, ben, il y a beaucoup de personnes qui viennent à investir énormément dans des cryptos qui n'ont absolument aucun rapport et qui amènent absolument rien de bon dans le marché. Puis la réalité, c'est que dans des marchés comme ça, 1% des personnes finissent par gagner énormément, puis le 99% viennent à perdre tout leur argent. Ce qui fait en sorte qu'un marché ne peut pas rester irrationnel trop longtemps. Ça a été la même chose qu'on a vu en 2020 avec GameStop. Donc GameStop, qui avait pas nécessairement un gros fondamental en arrière, a vu son prix monter drastiquement. Puis qu'est-ce qui est arrivé, c'est que il y a un moment que l'irrationalité est partie du marché, puis le marché a repris son cours. Donc ça risque d'être la même chose qu'on va voir avec les altcoins. Puis personnellement, je pense pas qu'on ne va pas voir de all season. Parce que la réalité, c'est que même si vous entendez beaucoup sur les réseaux sociaux que mais il va pas avoir assez de liquidité pour venir créer une belle montée des altcoins, c'est que la réalité, c'est que c'est pas des compétiteurs à des cryptos qu'on connaît bien, puis c'est pas des cryptos qui ont un gros fondement qui ont été créés. C'est juste des cryptos qui n'ont absolument aucun fondamental, qui ont été amenés dans le marché, ce qui fait en sorte que, selon moi, la liquidité va revenir vers le fondamental éventuellement. Aussi, lorsqu'on parle d'un cycle de 4 ans des altcoins, on peut se demander, est-ce que c'est normal de voir des aussi grosses baisses sur la plupart des altcoins? Là, je vous invite à ce qu'on aille regarder des chartes précises, donc en commençant avec XRP. Donc ici, on a XRP en 2017, donc ici, c'était autour de mai 2017, donc en ce moment, vous ne voyez pas les dates, mais je vous dis, si vous voulez aller regarder, vous pouvez aller regarder de vous-même. Mais ici, on a la charte de XRP en 2017. On se rend compte que d'environ mai 2017 à août 2017, XRP a eu une baisse de 62% et à un maximum de quasiment 70%. Donc, ce qui peut paraître comme une baisse qui est drastique puis qui peut jamais recover. Donc, pendant cette même période de temps-là, on a pu voir le même range que XRP était dedans. Puis, on voyait pas énormément d'évolution. Donc, ça montait, comme on peut voir un peu aujourd'hui dans le marché. Donc, ça monte de 140%. Ici, après, XRP qui a redescendu de 61%. Après, on a revu XRP monter de 50% pour revoir XRP redescendre d'une trentaine de pourcents. Donc, des fois, là, on regarde le marché de trop proche. On regarde les chartes de trop proche. Mais quand on prend le temps de zoom out sur le marché, donc ici, on prend le temps de zoom out, on se rend compte que ce range-là, qui a duré extrêmement longtemps, qui a duré même jusqu'à décembre 2017, donc littéralement de mai 2017 jusqu'à décembre 2017, XRP est resté dans le même range. Dans un range qui faisait des plus 100%, moins 50%, pour finalement exploser. Donc, c'est certain que si on fait juste regarder pour un court laps de temps, ici, on peut avoir peur, puis on peut se demander, qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que je vends tout parce que en l'espace de 30 jours, XRP a descendu de 60%? Il faut des fois zoom out du marché, puis réaliser que c'est normal. C'est normal d'avoir des baisses de 60-70% sur les altcoins. C'est ce qui va permettre de pouvoir profiter des grosses hausses. Puis, dans ce cas-là,
la grosse hausse a été d'environ 1300%. Donc, on peut le voir ici, 1300% en l'espace de 30 jours. Donc, quasiment un an d'attente pour qu'en 30 jours, ça les fasse toutes les pertes, puis qu'ils fassent un 1400% de rendement. Donc, écoute, je dis pas que des marchés comme ça, c'est facile, là. Pas du tout, là. Ça vient jouer sur nos émotions, c'est difficile à vivre, mais la réalité, c'est que des fois, lorsqu'on zoom out, on est un petit peu patient, mais on vient profiter de ces plus gros mouvements haussiers. Si on regarde Solana même en 2021, on se rend compte que, ben, encore là, il y a eu des bons mouvements. Bon, Solana a pris quoi, 130% en l'espace de 30 jours. Après, en 5 jours, Solana a perdu 66% en 5 jours. Pour après remonter de 120%, pour après redescendre de 5%, de 50% et plus en 2 semaines, pour après remonter de 80% en 2 semaines, pour après redescendre de 40% en 2 semaines. Donc en l'espace de 2 semaines, ça faisait des plus 100%, moins 50%, plus 80%, moins 60%. Donc la réalité, c'est que c'est sûr que ça vient jouer énormément, puis ça vient avoir un impact significatif sur nos émotions. Quand on voit monter, descendre, puis après, sur plusieurs mois, on a vu le Solana être en baisse de quasiment 70%. C'est certain que ça vient avoir un impact significatif. Puis je vous rappelle, en ce moment, qu'est-ce que je vous montre, c'est 2021 et 2017, c'est dans l'année rouge. Donc l'année qu'on est supposé avoir la croissance la plus significative. 2 derniers slides que je vous ai montrés. Par contre, si on vient à zoom out, c'est là qu'on se rend compte que, finalement, si on avait été un peu patient, mais Solana est venu avoir une performance de 900%. Puis encore là, malgré, admettons, une performance de quoi, 800% sur Solana, encore là, Solana est venu avoir une autre baisse significative de 50% avant de repartir pour un autre 120% en l'espace de 50 jours. Donc, est-ce qu'on est dans un cycle qui est différent? Est-ce que, honnêtement, là, moi, ça fait longtemps que je suis dans le marché. On l'entend tout le temps. En 2021, c'était la même chose. Est-ce que ce cycle-ci est différent? Est-ce qu'on va pas voir nécessairement de montée des altcoins? Au final, on est dans un zero-sum game. C'est quoi un zero-sum game? C'est un marché que, pour avoir un gagnant, il faut qu'il y ait un perdant. Donc, si les gagnants qu'on entend toujours en crypto gagnent énormément beaucoup, est-ce que les perdants doivent en perdre beaucoup? Vous avez votre réponse. Donc, ce qui fait en sorte que les perdants perdent beaucoup, puis qu'il y ait plus de perdants que de gagnants, puis que malgré tout, les gagnants ils gagnent énormément, c'est qu'ils sont en mesure de zoom out, puis comprendre, puis de regarder des données réelles qui viennent avoir un impact direct sur les marchés des crypto-monnaies. Donc, c'était les 2 exemples que je voulais vous montrer. Aussi, d'une façon psychologique de cycle, on s'entend qu'on crée des tops lorsqu'il y a des grands intérêts du marché. Donc, si on compare 2021 avec ce qui se passe en ce moment, en 2021, on voyait les plus grands influenceurs acheter beaucoup de NFT, les plus grands influenceurs parler énormément de la crypto, voir des compagnies, juste pouvoir profiter des trends rapides du marché. C'est ce qui signifiait un top psychologique. Donc, psychologiquement, la société avait beaucoup plus tendance à se dire « Oh, wow! OK, mais il y a un intérêt grandissant dans le marché parce que il y a Nike qui vient de s'intéresser. Ah, regarde, il y a Gucci qui vient d'investir là-dedans. Ah, il y a mon joueur de basketball préféré qui a un intérêt là-dedans. Ah, regarde, il y a mon YouTuber préféré qui a un intérêt là-dedans. » Donc, ça, psychologiquement, ça vient créer un intérêt grandissant face à une société qui est méconnaissante. Donc, ce qui vient faire en sorte que l'argent vient être transféré vers les personnes qui manquent de connaissances, vers les personnes qui ont un peu plus de connaissances. Tandis qu'en ce moment, c'est pas du tout ça qui arrive. On voit très peu d'entreprises ou d'influenceurs profiter de ces trends-là. Malgré le fait qu'on le voit un peu avec les meme coins, ce qui m'annonce que le trend des meme coins va fort probablement tirer à sa fin assez rapidement. Tu sais, encore là, on peut le regarder soit à un bigger scale ou à un scale beaucoup plus petit. Donc, le fait qu'on voit plein de trends avec les meme coins, puis les influenceurs s'y intéressent et tout, pour moi, c'est une indication directe qu'on se dirige très vite vers la fin de ce trend-là. Tandis que si on regarde sur le marché global de la crypto, en ce moment, les plus grands intérêts, les institutions financières. Les institutions financières ne vont pas crier tout haut, nous on est en train de se positionner aussi fortement, nous on vient avoir un intérêt aussi fortement dans le marché. Non, parce qu'ils n'ont absolument rien à gagner. Si je pose la question, selon vous, c'est qui gagne le plus souvent dans les marchés financiers?
Les institutions financières ou les influenceurs et les compagnies qui profitent des trends? Selon moi, vous avez déjà votre réponse. Donc, ça montre clairement qu'en ce moment, on le voit très très clairement, qu'en ce moment, les institutions financières viennent à s'intéresser puis viennent à développer énormément dans le marché de la crypto. Puis, d'un autre côté, les influenceurs et compagnies, ben, ils ne sont pas encore embarqués dans le trend de la crypto. Donc, qui qu'on veut suivre? Les influenceurs, les compagnies qui ne comprennent pas nécessairement ou les institutions financières qui gagnent depuis des années et des années. Puis aussi, une autre chose que j'aime regarder en termes de fondamental, c'est regarder, est-ce qu'on a eu un top? Puis c'est quoi qui crée les tops? Parce que si on a eu un top du marché, ben ça peut nous donner une indication qu'on se dirige vers un marché baissier. Mais si on n'a pas eu de top de marché, est-ce qu'on peut réellement rentrer dans un marché baissier? Si on regarde historiquement, ça n'est absolument jamais arrivé. Donc, moi, il y a plusieurs indicateurs que je viens corréler, puis je viens mettre ensemble pour voir si on a un top du marché. Donc, je viens de regarder le total 3, Bitcoin avec la mienne mobile multipliée, l'indicateur de sommet Pi, la liquidité mondiale, donc le M2 Money Supply versus le Bitcoin, le MVRV Z-Score et les funding rates. En ce moment, sur aucun de ces indicateurs-là, qui historiquement vient montrer un top du marché de la crypto, aucun de ces indicateurs-là a atteint un top. Donc pour moi, pourquoi on crierait rapidement à un marché baissier? Pourquoi on crierait aussi rapidement à un bear market? Ça fait moins de sens. Ça fait vraiment moins de sens parce que encore là, les indicateurs n'ont même pas montré qu'on est arrivé proche d'un sommet. Donc pour finir, je pense que c'est super important de, même si c'est plus facile à dire qu'à faire, de mettre de côté nos émotions puis de se fier aux données réelles. Puis les données que je vous ai parlé aujourd'hui, c'est des données fondamentales qui ont été prouvées, qui sont impossibles à être falsifiées. Donc tout le temps, lorsque vous faites votre idée face à vos investissements, face à vos analyses du marché, ce que je suggère, c'est de toujours venir les challenger parce que si tu penses que tu as raison, déjà là, tu te mets dans une position pour ne pas toujours avoir raison. Donc, c'est super important de venir challenger vos pensées puis vos idées avec des personnes ou des données qui viennent à ne pas être falsifiées, puis des personnes qui ne viennent pas profiter à vous donner une information partagée pour que lui puisse en bénéficier financièrement. Donc, ta pensée que tu veux venir challenger, faut pas que ta donnée soit en mesure d'être falsifiée, donc que ce soit dans un rapport ou dit par quelqu'un qui peut être falsifié. Puis c'est pour ça que je trouve ça super important de regarder des données qui sont on-chain, qui sont prises directement sur le blockchain, ou même des données des sites gouvernementaux comme le FedWatch ou même voir le Money Supply. Et les personnes que vous écoutez, peu importe c'est où, que ce soit Facebook, TikTok, Instagram, YouTube, assurez-vous que l'information qu'ils vous partagent, mais ils n'en profitent pas financièrement à vous donner ces informations-là. Des fois, il y a des personnes qui sont payées par certaines entreprises pour pouvoir profiter financièrement. Même les médias traditionnels, regardez qui own ces médias traditionnels-là. Regardez, OK, mais est-ce que les personnes qui own ces médias traditionnels-là ont tendance à profiter de l'information qui est transmise? Faites-vous votre propre tête. Puis aussi, regardez ce que les plus gros joueurs font. N'écoutez pas ce qu'ils disent, regardez ce qu'ils font. Donc, si on se rend compte qu'une institution financière détient des médias traditionnels, puis que ce qui est dit par ces médias traditionnels-là, c'est complètement le contraire que l'institution financière vient à faire, mais c'est là qu'on peut venir se faire une meilleure tête et se dire, bon, mais est-ce que l'information qu'on vient de lire est vraiment bonne pour que je puisse me faire ma thèse le mieux possible? Donc, n'oubliez jamais d'avoir un esprit critique. Votre esprit critique va faire en sorte de pouvoir toujours évoluer de façon sainement et logique dans le marché. Ne prenez pas de décisions émotionnelles, on se fie uniquement aux données, puis ça a toujours été les données qui ont permis au plus grand nombre d'investisseurs historiquement de pouvoir évoluer le mieux possible. Donc je ne dis pas que c'est facile comme marché, mais je dis juste qu'il faut être fort parce que les plus forts vont être les personnes qui vont gagner. Puis le marché de la crypto est un zero-sum game. Pour qu'il y ait un gagnant, il faut absolument qu'il y ait un perdant. Pourquoi les personnes qui gagnent en crypto gagnent beaucoup? C'est parce que il y a beaucoup de personnes qui viennent perdre puis qui viennent être affectées émotionnellement par les réalités du marché. Donc, au final, vous prenez les décisions que vous voulez. Moi, aujourd'hui, ce que j'avais envie de vous parler, c'était vraiment des données précises, des données fondamentaux de ce qui se passe dans le marché en ce moment. Vous prenez les décisions que vous voulez, mais pour moi, je préfère toujours me fier aux fondamentaux puis me fier aux données réelles. Donc, si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à le laisser en commentaire. Puis moi, ça va me faire plaisir de faire plusieurs autres vidéos dans le futur. Si vous avez des idées de d'autres vidéos que vous voulez que je fasse, ou que je creuse un peu plus précisément sur un aspect que j'ai pas assez développé selon vous dans cette vidéo-là, n'hésitez pas à laisser en commentaire. Puis on se dit à très bientôt. Au revoir.